Je commence par le bout de la rangée, si je puis dire. Michel Diorin, merci beaucoup d'être avec nous, délégué général du CERS. Vous avez déjà eu l'occasion d'intervenir, qui représente les entreprises de la transition énergétique et numérique. J'ai trouvé quelques chiffres, plus de 260 entreprises, 4000 sites en France, c'est ça ? Oui, tout à fait. Effectivement, donc 260 adhérents, 4000 implantations en France. On couvre l'ensemble des métiers du génie électrique et climatique. Et sur la partie génie électrique, évidemment, tout ce qui touche au raccordement des énergies renouvelables électriques et notamment du photovoltaïque est un marché important pour nous. Et on réalise aujourd'hui 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France et 40 milliards à l'international. Et une des spécificités, j'allais presque dire, de ce secteur d'activité, c'est un secteur d'activité qui est puissant en France, mais qui rayonne aussi à l'international avec de vrais savoir-faire français portés par des ETI et des grands groupes. Donc un petit moment de cocorico, ça fait du bien dans la période. Et il faut le faire, et on l'a déjà fait ce matin, il faut le dire. Yannick Jacquemart, merci d'être avec nous, directeur transformation du système électrique et flexibilité chez RTE, réseau de transport d'électricité. On a déjà parlé d'RTE ce matin, évidemment, vous êtes incontournable. Vous voulez ajouter quelques mots complémentaires ? Non, pas forcément, mais moi je parle beaucoup de flexibilité, je pense qu'on va en parler là, flexibilité de consommation, je pousse beaucoup ça, je trouve que c'est un élément fondamental. À côté de ça, effectivement, je travaille sur la transformation de toutes les règles d'exploitation, comme c'est Enerplan, c'est autoconso, mais c'est solaire, c'est les conditions nécessaires à la bonne intégration de tous les nouveaux éléments, que ce soit des énergies renouvelables, que ce soit des nouveaux types de consommateurs à base pas mal d'électronique de puissance, que ce soit du stockage, que tout le monde participe à la physique et au réglage du système électrique. On parlera à la fin de la semaine, Ensoe parlera à la fin de la semaine de ce qui s'est passé en Espagne fin avril. La bonne façon pour pas que ça arrive, c'est que tout le monde participe au réglage du système électrique. Mon président a coutume de dire, maintenant les ENR, les grands acteurs, vous avez passé l'adolescence, c'est l'âge adulte. L'âge adulte, il y a aussi des responsabilités. Donc voilà, il faut participer à tout ça, c'est à ça que je travaille. Très bien, et donc on va évoquer tout ça et puis vous aurez des supports aussi pour appuyer vos propos. Elika Saïdi Chalopin, bonjour. On vous retrouve pour ceux qui sont déjà venus ici à Enerplan, directrice adjointe de Consuel. Quelques mots quand même pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore avec l'appui de ce support visuel pour vous présenter. Super, merci. Bonjour à tous et à tous. Déjà, merci pour cette nouvelle invitation. Un grand merci à Enerplan, évidemment. Donc oui, nous, Consuel, on a fêté déjà nos 60 ans l'année dernière. On a une mission institutionnelle et soutenue par les pouvoirs publics. Nous sommes sous la tutelle de la DGEC. Notre activité est encadrée par le Code de l'énergie, donc article D342, 18 à 21. Et on est finalement assez dans le secteur du photovoltaïque. On a eu la naissance finalement d'une nouvelle attestation de conformité, donc une nouvelle activité pour le Consuel depuis 2010. Donc là où il y a eu le pic de l'activité du photovoltaïque, et on parle, alors je sais que depuis ce matin on parle de AC pour autoconsommation, désolé, moi j'ai utilisé AC pour attestation de conformité. Donc voilà. C'est les attestations. Parfois on y rajoute un C, nous. ACC, voilà. Mais j'ai vu quelques diapos avec AC. C'est pas le courant alternatif non plus. Donc voilà, attestation de conformité, c'est donc la mission, c'est toute nouvelle installation. Donc inférieure à 250 kVA qui va se raccorder sur le réseau distribution d'électricité nécessite justement la présentation de cette attestation de conformité. Donc ce qui veut dire que en fait nous, notre mission, quel que soit le type de contrat, finalement qu'on soit en autoconsommation en vente totale auparavant, maintenant l'autoconsommation partielle, voire l'autoconsommation totale, vous voyez bien qu'il n'y a pas de seuil minimum de puissance. On a bien un seuil max dans la réglementation, donc on est dans le domaine basse tension, mais pas de seuil mini par rapport à notre activité. Et on va parler flexibilité parce qu'en fait, nous, on a depuis 2016 on a eu la création de l'attestation violette. Donc, à notre demande, on a été voir les pouvoirs publics pour pouvoir demander la création de cette attestation. Et je vais vous présenter justement par la suite le pourquoi de cette attestation qui concerne les installations toujours de production. Donc, à 99%, c'est le photovoltaïque qui nourrit ces dossiers et ces chantiers. Donc, la partie avec stockage par batterie. Donc, on va en discuter. Je vais vous présenter du coup quelques chiffres tout à l'heure.
Exactement, vous aurez quelques visuels en la matière. Et puis pour terminer ce tour de table, Amaury Kornilov, merci d'être avec nous. Vous êtes investisseur chez The Energy, qui développe une solution de centrale solaire hybride, et également vice-président d'Enerplan, en charge de la question justement de la flexibilité et de stockage. Quelques mots complémentaires pour vous présenter. Alors, j'étais aussi cofondateur de Solaire Direct, pour ceux qui suivent l'histoire du photovoltaïque en France. Et Solaire Direct était une société qui s'est développée dans 15 pays dans le monde, qui a développé 3 gigawatts et opéré 3 gigawatts de projets, dans des pays assez différents, puisqu'on était en France, mais en Inde, en Afrique du Sud, au Chili, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis. Et en fait, j'ai découvert la flexibilité sur ce chemin. Au Chili, en 2015, on développe un projet dans une zone au nord du Chili, le désert d'Atacama. Et le réseau au Chili est un réseau très contraint, parce que c'est vraiment très vertical. Et là, on développe donc sur un nœud du réseau, et le marché au Chili est organisé de manière nodale. C'est-à-dire que vous avez un prix de marché, non pas comme en France, pour l'ensemble du territoire français, un prix de marché de vente d'électricité, mais par nœud, à cause des contraintes de réseau. Et là, on s'est rendu compte assez vite que quand il y avait 2-3 projets qui se mettaient en production, le prix de marché qui était autour de 150, 170 $ du mégawattheure, paf, il tombait à 20. Mais évidemment avec des heures négatives. Donc ça, c'est en 2015, avec un projet dans lequel on a perdu quand même pas mal d'argent. Et on s'est dit, bon, probablement, un jour ou l'autre, de toute façon, les problèmes de flexibilité arrivent. Pareil aux États-Unis, quelques années plus tard, où ils avaient déjà contraint, on va dire, les projets photovoltaïques avec du stockage. Et puis, bon, aujourd'hui, vous ne faites pas un projet photovoltaïque sans stockage. Donc, tout ça, d'une certaine manière, je suis tombé dedans, ce qui m'a amené à cofonder The Energy, c'est-à-dire se dire, prenons le problème en faisant en effet du photovoltaïque directement et nativement avec du stockage, de manière à moduler la production d'électricité et finalement l'injecter à la meilleure heure. Et mon expérience mise au profit donc de Enerplan sur la flexibilité au sens large. Voilà, comme quoi c'était un sujet, on va dire, qui ne date pas d'hier, mais qui est en train justement de s'accélérer par la force des choses, lié aussi au contexte, la question des prix. On a parlé aussi beaucoup de volatilité des prix, donc ça, on va y arriver. Donc on est en train de voir qu'il y a un changement de modèle et donc d'essayer de voir concrètement comment ces solutions peuvent accompagner l'autoconsommation et permettre son développement. Je me retourne vers vous à nouveau, Elika Saidi-Chalopin, pour voir un petit peu ce que vous voyez en termes justement de tendance sur cette question de PV plus batterie, si on veut résumer le sujet. Oui, Nathalie, effectivement, comme je l'ai dit, on a eu cette chance-là, grâce à la confiance de la DGEC, d'avoir finalement une nouvelle attestation dédiée à ce type d'installation photovoltaïque avec stockage, mais pas que photovoltaïque. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment 99% des chantiers, c'est du photovoltaïque. Et donc, on peut compter, nous, le nombre de chantiers, alors évidemment, dans notre périmètre, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, dans le périmètre de notre intervention. Et comme tout à l'heure, la même remarque Enedis, ce matin, les kits plug and play ne rentrent pas dans notre périmètre d'intervention. Donc voilà, c'est vraiment, là, vous avez la photo, la volumétrie du nombre de chantiers réalisés, installation PV plus batterie, sur la partie basse tension entre 2016. Vous voyez, c'était très timide, on commençait avec 4 dossiers. Et puis on s'est dit, vous voyez les chiffres, en 2018, on est arrivé à 4000 chantiers. Donc ça ressemble aussi les chiffres de l'autoconsommation, ça rappelle les chiffres de l'autoconsommation collective de ce matin. Et voilà, vous voyez, on n'a pas fini encore l'année, donc je sais que c'est audacieux de faire des estimations, mais voilà, j'ai osé. Et l'année dernière déjà c'était un bon record, on avait doublé, vous voyez, comparé à 2018 le nombre de chantiers, on était à 8000 dossiers, donc 8000 chantiers réalisés et visés par Consuel. Et donc cette année on espère finir sur 18 000 chantiers réalisés par vos soins ici dans la salle, évidemment. Voilà.
Donc après, voilà, ça c'était vraiment les chiffres bruts, mais je me suis dit, si on veut vraiment mettre en perspective aussi la tendance du marché PV versus stockage, ce que ça donne, parce que c'est voilà, les données brutes, généralement, ça ne donne pas grand-chose, donc je préférais les mettre en perspective versus les attestations de conformité bleue, donc sans stockage pour la partie bleue, vous avez compris, violette avec la partie stockage. Donc vous voyez que quand on met en pourcentage, 2018 reste quand même à peu près une année record si on fait sur la volumétrie, 11% des chantiers qui comportaient des batteries. Depuis, on est descendu, enfin voilà, on est resté à 1, 2, 3% entre 2018 et 2023. Et l'année dernière, toujours 3%. Donc on s'est dit, le marché stagne. Mais non, en fait, on a eu, du fait, je pense, le cadre a été posé, donc c'est très bien. On voit du coup l'appétence du marché vers les installations avec stockage par batterie. Et on le voit chez nous parce qu'effectivement, c'est 18 000 attestations. Si on le met versus les 200 000 attestations qu'on devrait finir cette année avec 200 000 chantiers sur la partie PV, on voit qu'on est à peu près à 10% du marché où il y a vraiment du stockage par batterie stationnaire. Là, encore une fois, précision, là vraiment on est sur les installations avec batterie et la partie batterie virtuelle ne rentre pas dans le cadre de ces chiffres-là. Donc on voit vraiment une réelle dynamique sur les installations avec stockage. Mais pour la partie flexibilité, nous on a aussi, il n'y a pas que le stockage. Du coup, la keynote tout à l'heure était très intéressante. On parle toujours stockage, mais il n'y a pas que le stockage. Il y a d'autres solutions de flexibilité et les bandes de recharge bidirectionnelles en font partie. Justement, nous, côté Consuel, on a vu encore une fois émerger ces types de demandes et de chantiers. Donc, on a lancé depuis septembre de l'année dernière. Et aussi, on a communiqué évidemment autour de ces changements, comme quoi il y a la possibilité, lorsque vous déclarez un chantier avec bande de recharge, de nous déclarer la bidirectionnalité de votre borne. Donc là, on commence aussi à assister à une nouvelle dynamique d'installations qui prennent en compte des solutions de flexibilité sur le marché. Voilà, donc c'est important aussi d'avoir ces chiffres au démarrage. On n'arrête pas de parler de dynamique, autant qu'on l'illustre avec des chiffres concrets. Et c'était très bien d'avoir ce premier balayage. Donc je vais passer la parole à Yannick Jacquemart. Alors je sais aussi que vous avez des slides. On y arrivera au sujet précis aussi, flexibilité, heure pleine, heure creuse tout à l'heure, avec vous en particulier. Là, c'est premier tour de table de chacun un peu pour voir quels sont les enjeux à vos yeux quand on parle comme ça de ces solutions, notamment en stockage qui vient d'être souligné, la question de flexibilité, tout ça finalement c'est de l'optimisation et c'est aussi programmer autant que possible les usages finalement. Oui, merci. Les solutions de flexibilité, elles sont multiples, évidemment, elles l'ont toujours été, et ce qui compte, c'est de les ajouter. En général, mon intervention, elle consiste à éviter qu'on oublie les plus évidentes, mais là, je suis avec des gens qui s'intéressent à l'autoconsommation, donc je pense que c'est assez naturel, quand on fait de l'autoconsommation, de mettre sa consommation en face de la production, c'est le premier geste. Après, il y a ce qu'on ne peut pas faire, évidemment, mais il y a déjà toute une partie qu'on peut faire, et ceux qui ont pratiqué l'autoconsommation le savent bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et moi, mon souci, c'est de développer une électricité qui soit la moins chère possible, la plus sûre et la moins chère possible, c'est notre métier. Et pour qu'elle soit la moins chère possible, moi, je pense qu'il faut encourager l'autoconsommation nationale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous n'avez pas le panneau PV chez vous ou un autre moyen de production chez vous qu'il ne faut pas essayer de mettre la conso en face des moments où la production est la plus disponible. Et ça se traduit par le fait que c'est les moments où les prix sont les plus bas, au moins sur les marchés de gros. Après, on a un sujet sur le marché de détail, mais au moins sur le marché de gros, c'est bien ce qu'on voit. Donc c'est pour ça qu'effectivement je publie, pour ceux qui me connaissent un peu, des courbes de prix. C'est pour que tout le monde réalise bien que la réalité physique, elle se traduit par une réalité économique. Et effectivement, on peut mettre du stockage, etc. Et ce sera nécessaire, et ça se fait partout dans le monde. Je voudrais simplement qu'avant de mettre du stockage, on déplace la consommation qui peut l'être assez facilement, parce que c'est tout simplement une mesure moins chère.
moins cher économiquement, donc ça évite de rajouter des couches au système électrique, ça évite de devoir créer des besoins de réseau, suivant où on le met. Quand c'est du stockage avec la prod, ça va directement, mais chez RTE, on a 8 ou 9 gigawatts de batteries en file d'attente, dont on ne m'explique pas bien le business model, parce qu'elles ne vont pas toutes faire du service système, hein, ça ne va pas marcher, et qui demandent à se mettre dans des endroits où il n'y a pas de capacité et où il n'y a pas de production intermittente dans le coin. Donc ça occasionne des frais de raccordement, ça occasionne des renforcements de réseau. Pourquoi pas, si c'est utile à la collectivité? Je voudrais juste m'assurer qu'avant, on n'a pas oublié de décaler une partie des consommations au bon moment. Il m'arrive de dire, je suis un peu provocant parfois, mais je voudrais éviter qu'on mette des grosses batteries sur le système en 225 000 ou en 80 000 volts ou même en 20 000 pour stocker l'énergie solaire à 14 heures, pour la décharger à 19 heures dans les petites batteries des voitures. Outre qu'on y perd 10%, le transfert de batterie à batterie, c'est pas forcément le plus intelligent à faire. Donc j'essaye de ramener effectivement une vision d'ensemble du système électrique qui est complémentaire de la vision locale. Je ne veux pas opposer local et global, hein. Mais c'est bien complémentaire, et même si on fait de l'autoconsommation, en général on reste raccordé au réseau, et donc il faut quand même le faire dans une respiration avec le reste du système électrique, que ce soit les autres sources de production comme l'éolien qui ne sont pas forcément synchrones avec son panneau PV, mais aussi par rapport à la consommation d'ensemble. Et voilà, moi je prends plutôt les autoconsommateurs comme un exemple de décalage de conso, de choses qu'on peut faire et qu'il faut arriver à faire généraliser à l'ensemble des consommateurs français. Et dans le mérite order des flexibilités, c'est vrai que j'ai tendance à considérer que ça, bouger la consommation qui peut l'être sans effet sur le confort, pour moi c'est le premier niveau de flexibilité dans le mérite order, c'est le premier. Après on peut mettre des batteries, il y a des steps, il y a différentes choses dont on a besoin pour gérer un système électrique, mais il ne faut pas oublier cet élément-là. Ça, c'était un point important à préciser. Alors après, on va en arriver justement encore plus sur les sujets de flexibilité avec vous dans un instant, mais je poursuis pour le détail avec Michel Giora pour parler finalement de la profession. On est en train de parler de changement de modèle. Là, vous voyez clairement une mutation aussi finalement de ces professionnels qui sont structurés, on va dire, en développeurs de projets pour aller vers un autre modèle, producteur d'électricité. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui s'est fait et qui se fait de manière un peu précipitée, hein, puisque tous les sujets sur lesquels on échange aujourd'hui, finalement, s'il n'y avait pas eu cette baisse de consommation d'électricité depuis 2020 et combiné avec un fort développement des énergies renouvelables, c'était des sujets qui étaient plutôt programmés pour 2030-2035 sous le contrôle collectif. Et c'est vrai que là, cette combinaison des deux phénomènes, elle rapproche cette échéance-là, et on a vu du coup apparaître les différents phénomènes de marché que vous avez évoqués ce matin. Et ces phénomènes de marché qui ont eu mauvaise presse, si je puis le dire comme ça, je pense sont de nature à générer un électrochoc dans la profession et chez les acteurs des ENR. Et cet électrochoc, il doit se faire dans un sens qui est qu'on doit collectivement passer, alors beaucoup l'ont fait, mais pas tous encore, on doit collectivement passer d'une culture de développeur de projet à une culture de producteur d'électricité de plein pied. Donc une culture de producteur d'électricité de plein pied, c'est une culture dans laquelle on a une préoccupation beaucoup plus fine qu'aujourd'hui de notre rôle dans le fonctionnement du système électrique. Ça, c'est quelque chose qui est important. Pour paraphraser ton président, je vais le dire comme ça, du directoire, quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, voilà, quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'était au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est plus l'arbre qui cache la forêt, mais c'est la forêt, et c'est une très bonne chose. C'est une belle avancée, sauf que ça veut dire que du coup on a un rôle important collectivement dans le fonctionnement du système électrique, et ce rôle il nous demande de transformer nos entreprises et les entreprises notamment de développeurs qui doivent passer à producteurs. C'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça génère deux choses. Ça génère une évolution des compétences qui sont nécessaires, et ça génère, j'en profite, une évolution du rôle des syndicats ENR qui doivent beaucoup plus investir ces sujets-là pour accompagner leurs adhérents dans ce domaine-là. Alors ensuite, il y a d'autres acteurs comme les entreprises du CERS qui vont proposer des solutions, des SCADA, des hyperviseurs, etc. etc. Voilà. Mais pour avoir passé un peu de temps dans un syndicat ENR, jusqu'à encore récemment, c'est une conviction qui est vraiment profonde. Et je pense qu'il faut qu'on la mette
beaucoup plus en mouvement qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, et on va le voir pendant cette table ronde, il y a des solutions. On a des solutions techniques, on a des solutions économiques, on a des solutions contractuelles, on a des solutions logicielles, on a tout ça. Hein. Et en fait, si on arrive à mettre beaucoup plus en avant des solutions que l'on a à notre disposition, ben, on sera en capacité, j'allais presque dire, de passer la vague que l'on connaît en ce moment, qui est une vague qui n'est pas très friendly du côté des énergies renouvelables, notamment des énergies renouvelables électriques. Donc, pour beaucoup, vous êtes anciens dans la profession, vous savez que malheureusement, ça arrive régulièrement. Mais là, je pense que la vague que l'on a en face de nous et le moment qu'on est en train de traverser nous demande collectivement d'être beaucoup plus offensifs sur notre capacité à démontrer le rôle et ce qu'on peut apporter au fonctionnement du système électrique. Alors justement, je peux que faire réagir à Éric Kornilov. Vous allez pouvoir prendre un micro, puisque là on voit une évolution aussi du métier. Vous qui avez cité évidemment Solaire Direct, tout ce que vous avez pu voir au fil des années. Ah bah oui, là, on est absolument, et je souscris parfaitement à tout ce qui a été dit dans cette table, mais on est en train de passer du rôle de développeur à un rôle d'énergéticien. Bon. Et donc ça change un peu nos entreprises, ça change nos mentalités. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on a fait quand même. Si je résume le problème, bon, on parle souvent des heures négatives, hein, parce que ça a été ce qui a été déclenché un peu la dramaturgie là, ces derniers mois. Mais en fait, ça c'est le haut de l'iceberg, les heures négatives, parce que le vrai sujet, c'est pas les heures négatives, c'est les bas prix. Si vous regardez aujourd'hui, par exemple, j'ai regardé la fameuse application qui est extrêmement bien, Ecomix RTE. Vous devriez tous l'avoir sur votre téléphone. Comme ça, ça vous donne exactement les données de production et de consommation heure par heure. Aujourd'hui, entre 11h et 16h, on n'est pas encore 16h, le prix est en dessous de 26 € du mégawattheure sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essentiel d'une production photovoltaïque aujourd'hui va être en dessous de 26 € du mégawattheure. C'est ça le problème. Les heures négatives est un épiphénomène, je dirais, c'est le haut de l'iceberg, je vous dis. Mais c'est ça le vrai problème, c'est celui-là. Et quand je vous dis ça, les derniers mois, on était encore en dessous. Donc, ça s'appelle le capture price dans le métier, le prix capturé sur le marché. Quelle est la valeur, finalement, de votre installation photovoltaïque? Alors, il faut différencier la valeur du coût de production moyen, LCOE. Le coût, et c'est pour ça que je reviens là-dessus un petit peu, parce qu'on a fait un travail de dingue au niveau mondial. Aujourd'hui, moi je me souviens quand on a lancé Solaire Direct, je donne quelques exemples. On a construit le premier parc photovoltaïque au sol à Vinon-sur-Verdon. On était les premiers, 4,5 MW. Le prix du panneau, 3 €, 3,7 d'ailleurs, euros du watt. Bon, aujourd'hui, c'est moins de 10 centimes. Hein, enfin, c'est autour de 10 centimes, alors, plus ou moins. Vous vous rendez compte? Donc, le coût de production d'électricité solaire, il s'est littéralement effondré. Ça, c'est très bien. Sauf que l'électron, il n'est pas exactement produit au moment de la consommation. D'où le fait qu'en autoconsommation, il vaut mieux rapprocher la consommation de la production. Mais quand on parle du marché, c'est sûr que quand on ne produit pas au moment de consommation et qu'il y a un excès, ça s'effondre. Et donc, le prix capturé est mauvais, alors même que le coût de production est très faible. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? En résumé, il faut qu'on ait des électrons intelligents, une production intelligente. C'est-à-dire que si on la laisse brute de fonderie, vous voyez, le pétrole brut, là, il ne va pas faire grand-chose sur votre voiture. Hein. Le pétrole brut, ça ne va pas faire marcher votre voiture, hein. Ça va l'encrasser. Bon, on raffine, on en fait de l'essence, puis là, ça peut fonctionner. Donc, c'est la même chose. Nos électrons, ils doivent être raffinés. Donc, il faut y insérer de l'intelligence dans notre système. Donc, on n'est plus là simplement pour faire un machin, on développe, on produit, et puis advienne que pourra. On doit insérer de l'intelligence à tous les niveaux, que ce soit de la technologie, que ce soit des hommes, que ce soit des algorithmes, de manière à arriver à rapprocher la production de la consommation et, à la fin, augmenter le prix capturé.
Voilà. Si vous augmentez le prix capturé alors que vous diminuez le coût de production, qu'est-ce que vous faites? Vous créez de la valeur. Et si vous ne faites pas, vous détruisez de la valeur. Bon, donc tous ensemble, ici, je pense que il faut qu'on ait conscience parfaitement de ça, parce que finalement, le système, sinon, n'est pas soutenable. On ne peut pas continuer à développer des gigawatts et donc, je dirais à terme des térawattheures de solaire si on ne regarde pas la valeur de cette électricité. Et il faut tous s'attacher, que ce soit dans l'autoconsommation, que ce soit, finalement c'est les deux grands modèles aujourd'hui, autoconsommation et production sur le marché, à augmenter cette valeur. Donc vous, vis-à-vis des clients en autoconsommation, c'est une évidence, d'ailleurs, sinon, voilà. Ce qui est certain également, c'est que les signaux de marché dans les années qui viennent vont être tout à fait hostiles. Quand je dis signaux de marché, on a parlé de marché de l'électricité, mais ça sera également le tarif d'achat au surplus, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer ne va pas s'améliorer, mais va plutôt se dégrader. Et donc, il vaut mieux anticiper ce genre de situation. Et donc, on va en parler encore et continuer à échanger avec les uns les autres. Mais justement, vous aviez parlé de l'application. Alors, ça sera pour Yannick Jacquemart. Et après, évidemment, je vous repasserai la parole, Elika Saïdi-Chalopin. Vous avez parlé de l'application d'RTE, donc c'est très bien. Mais on va parler justement, parce qu'on parle concrètement d'outils, et vous l'avez évoqué. Les outils sont là. D'ailleurs, on a bien compris que peut-être les choses étaient bien au-delà de ça. Il faut voir justement quels sont les bons moments de la journée, j'allais dire. C'est pour ça que je vous passe la parole, Yannick Jacquemart. Ouais, je vais enfoncer des banalités, dire des banalités pour cette salle, pour la plupart d'entre vous, mais voilà, moi ce que je vous présente, c'est l'autoconsommation nationale et la façon dont ça marche sur le système électrique. Alors modulo les intercos, mais on va vite comprendre. La courbe rouge que vous avez là, c'est la courbe de consommation nationale française, en moyenne sur 2024. C'est une vraie courbe, hein. Donc vous voyez, il y a un creux la nuit, naturellement, on consomme moins vers 4-5 heures du matin. Il y a un grand plateau le matin avec un petit pic vers 13 heures. Ça rebaisse l'après-midi, ça monte le soir. C'est pas ça qui fait les prix. On dit la production sert la demande. En fait, c'est pas ça qui fait les prix. Ce qui fait les prix, c'est l'appel aux centrales à coût marginal plus élevé. Et c'est donc en fait la consommation qu'on appelle résiduelle, donc la courbe verte. Elle est résiduelle une fois qu'on a mis les énergies non stockables. Alors je propose ce terme-là. C'est pas les énergies renouvelables, l'eau qui est dans les lacs, tout ce qui se stocke, on peut le dispatcher, etc. Là c'est l'énergie non stockable, c'est-à-dire si on la produit pas, si on l'utilise pas à ce moment-là, on la perd. Donc je mets là-dedans l'hydraulique au fil de l'eau, qui existe depuis toujours, évidemment. Il y a plusieurs gigawatts. Il y a l'éolien, les largeurs sont les vraies données de 2024. Il y a l'éolien en moyenne. Alors, comme c'est en moyenne, l'éolien est assez plat. Naturellement, en vrai, suivant les jours, ça change. Et puis le solaire, on a beau faire une moyenne sur l'année, le solaire, je ne vous fais pas un dessin, oui, il y en a plus à certaines heures qu'à d'autres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la forme de cette courbe verte. Et du coup, elle est marquée tout simplement par le même creux de nuit que la courbe rouge, mais elle a en plus un grand creux dans la journée. C'est très basique ce que je vous raconte, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc, si on peut avancer juste, s'il vous plaît, sur le slide suivant, ce que je vous mets, c'est la même courbe verte sur le même graphique que la forme des prix. Alors là, c'est pas un travail prospectif de RTE. Moi, je me mouille pas. J'ai des collègues qui font ça très bien, mais moi, je fais pas ça. C'est les prix de 2024 en moyenne sur tous les jours de semaine, les jours ouvrés, toute l'année. Et donc la courbe bleue, c'est les vrais prix. Donc vous voyez qu'il y a une pointe le matin très claire à 8 heures, une pointe le soir très claire à 19 heures. Bien sûr, ça bouge suivant les saisons, etc. Mais ça, c'est la moyenne annuelle. Ça reste vrai en moyenne annuelle quand même. Et l'écart de prix que je me suis amusé à calculer, c'est si j'ai une consommation entre 18 heures et 20 heures en moyenne sur l'année, elle coûte 65% plus cher qu'une consommation entre 10h et 18h. Je ne prends pas le jour qui m'arrange, etc. C'est sur des plages assez larges, en moyenne sur l'année. Ça, c'est les chiffres 2024. J'ai fait le même calcul sur le premier semestre 2025. On est passé au simple au double. C'est-à-dire que c'est 2 fois plus cher entre 18h et 20h qu'entre 10h et 18h. Donc ça rejoint pleinement ce que vous disiez. C'est des prix bas. Moi, je dis que c'est une opportunité déjà pour les consommateurs. Le problème, c'est qu'ils ne les voient pas dans leurs offres et dans leurs prix. Ça, c'est quand même le problème de fond. Et ça doit vous intéresser, vous, même producteur, parce que c'est exactement ce que vous disiez. C'est, in fine, l'économie de la valeur générée par les panneaux photovoltaïques, elle dépend de leur effet sur le système électrique français.
Et donc, si les consommateurs, autant les panneaux, on peut essayer par du stockage, par des orientations, par des choses, de leur donner plus de valeur sur ces moments du matin et du soir. Mais le mouvement inverse est intéressant aussi, qui est de mettre de la consommation plutôt dans ce milieu que de l'avoir le matin et le soir. Et s'ils n'ont pas les signaux économiques pour le faire, les clients, ben, ils ne vont jamais le faire. En autoconsommation, on a directement le signal. Le problème, c'est que pour mon autoconsommation nationale, aujourd'hui, ça ne marche pas bien. Donc voilà ce que je voulais montrer, très basique, mais pour dire que ça bouge très vite. C'est-à-dire ce que je vous dis là, ça n'existait pas il y a 3-4 ans. Et pas seulement parce qu'il y avait la crise. Quand je reviens à 2019, l'écart de prix que j'ai calculé, c'était 14%. 2023, c'était 34%. 2024, c'était 65%. En 2025, je ne l'ai pas mis, mais c'est 100% sur le premier semestre. J'attends de voir le deuxième. Et 2030, on verra. Mais par contre, ce que je vous ai dessiné, alors ça dépend naturellement des PPE, etc. Mais les projections de 2030 de PV, ça donnait cette courbe verte-là. C'est-à-dire qu'en moyenne sur l'année, le creux d'après-midi, il est prévu d'être plus bas que le creux de nuit. Donc il ne faut pas garder nos heures creuses la nuit, il faut pas garder, enfin on peut en garder, mais il en faut aussi la journée. C'est toute cette mécanique-là, c'est pour ça qu'il faut prendre le système, j'emploie cette image d'autoconsommation nationale, mais il faut réaligner l'ensemble des signaux pour que la production gagne de la valeur en étant certainement plus mobile ou mieux répartie, mais la consommation elle-même, c'est les deux. Ce qui compte, c'est que ça fit entre les deux. Donc il faut bouger ce qui est le plus simple à bouger pour la part qui peut l'être. Et je finirai en disant que pour la consommation d'électricité, moi, ce que j'en pense, c'est que l'essentiel de ce qui se développe dans la décarbonation, c'est pas un usage direct de l'électricité. C'est-à-dire que c'est pas les augmentations de consommation, elles vont pas venir de l'éclairage, elles vont pas venir de la cuisson, elles vont pas venir de choses où évidemment, quand vous appuyez sur le bouton, vous voulez que ça se passe tout de suite. Qu'est-ce qui se développe? C'est soit des appareils sur batterie, il y a les véhicules, mais il y en a plein d'autres. Des appareils sur batterie, on en a plein chez nous, il y en a plein dans des bâtiments comme ça. Donc une batterie, c'est une batterie, quoi. Ça ne sert à rien de mettre une grosse batterie avant la petite batterie. Soit des usages thermiques qui font du chaud ou du froid. Mais du coup, on a de l'inertie. Là, en France, depuis 50 ans, on a des chauffe-eau. C'est pas que j'adore les chauffe-eau, mais je cite toujours cet exemple-là, parce qu'au moins, tout le monde connaît à peu près. Mais c'est pareil pour le chauffage, les pompes à chaleur. La nouveauté, pour moi, le game changer, c'est que les pics que je vous montre, et puis alors, sur Economics, il y a tous les pays européens, donc vous verrez, tous les pays européens c'est pareil, l'Australie c'est pareil, la Californie c'est pareil, c'est mondial cette affaire-là. Le game changer, c'est celui-ci, c'est que les pointes sont très courtes. C'est-à-dire les périodes de prix à éviter sont très courtes pour un consommateur. C'est très différent d'il y a 15 ans, quand on faisait de l'EJP Tempo pour ceux qui jouaient à ça. Un jour où il faisait froid, il faisait froid toute la journée, on ne pouvait pas se chauffer de la journée, c'est compliqué. Là, tout ce qu'on dit, c'est que ce soit été ou hiver, c'est beaucoup plus cher à 8h du matin qu'à 10h ou qu'à 6h du matin. Donc charger sa voiture à 8h, faut éviter. Mais son chauffage, on peut préchauffer avant, etc., etc. La plage à éviter est très courte. Donc moi, je pense que c'est un sport qui peut devenir national et qui peut facilement bouger des gigawatts. Et en tout cas, c'est en train de bouger aussi. Et ça redonnera de la valeur au PV. Exactement. Et ça limitera la modulation nucléaire. Excusez-moi, c'est juste parce que je me dois d'être neutre. Donc voilà. Non, mais c'est d'intérêt public national, en fait, ce qu'on dit sérieusement. Sur le coût de l'électricité, sur la bonne utilisation des moyens de production qui sont là. Je pense vraiment que c'est un axe de politique énergétique important. Non, mais c'est important à souligner. Je vous laissais évidemment terminer parce que c'est là dans la problématique et c'est pas par hasard qu'on est en train de réfléchir sur tous ces éléments-là, que la Creux a posé aussi des problématiques et qu'on est vraiment là-dessus. On passera tout à l'heure aussi à ce que ça représente pour vous ces enjeux de flexibilité. Peut-être une réaction, Michel Diorat, à ce qui a été présenté finalement, parce que ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'évolution aussi du modèle. On a quelque chose qui s'accélère en l'espace là de 2-3 ans et qui va faire qu'il va falloir s'y prendre autrement aussi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, ça c'est très clair. Et parallèlement à cette accélération, on voit que c'est quelque chose qui, et on l'a tous vécu et vous continuez à le vivre, qui est exploité politiquement. Donc ça veut dire que quand on a la combinaison de ces deux phénomènes-là, d'un côté une exploitation politique d'un phénomène et de l'autre côté une réalité économique et physique qui est là, il faut qu'on traite le sujet. Il ne faut pas juste parier sur le fait qu'un jour le politique va être fatigué et qu'il aura envie de faire autre chose. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important. Il faut traiter ces sujets-là.
La bonne nouvelle, c'est qu'on a les solutions pour le faire. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on pourrait être dans des situations, ça se voit dans d'autres secteurs d'activité, où en fait on n'a pas les solutions techniques, économiques, contractuelles, juridiques, tout ça pour le faire. Donc dans les solutions qu'on a pour traiter ça, on a tous les sujets qui tournent autour de l'ingénierie contractuelle avec le régulateur. Alors c'est quelque chose qui est dans l'écriture des cahiers des charges, et dans les contrats de complément de rémunération, et dans les AO simplifiés, etc. Ce sont des choses qui sont en cours. Il y a des choses qui ont été ouvertes, notamment avec le PLF, avec l'appel d'offres simplifié, etc. C'est vrai que ce sont des exercices qui peuvent paraître rugueux, parfois un peu abscons, désagréables, etc. Mais ce sont des leviers qui sont importants parce qu'ils permettent d'envoyer un signal économique structurant pour avoir un meilleur prix de capture, pour avoir une meilleure interface avec le système électrique, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et l'enseignement de ces négociations-là, c'est que soit la profession et les filières prennent ces négociations à bras-le-corps et sont force de proposition, soit au bout d'un moment, tac, le couperet tombe et on subit. Donc, dans ces moments-là, moi, ce qui me semble très important, c'est on a une porte qui est ouverte, tac, on est force de proposition. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a tous les systèmes de pilotage divers et variés. Energy Management System, Battery Management System, etc., qui sont des solutions qui sont entre guillemets sur étagère, hein, dans pas mal d'acteurs, chez pas mal d'acteurs français. Et on peut avoir des choses qui sont intéressantes sur du couplage autoconsommation industrielle, autoconsommation bâtiment tertiaire, etc. et le lien avec le système électrique et son fonctionnement. Donc ça, c'est une deuxième bonne nouvelle qui est importante. La troisième bonne nouvelle, c'est les progrès sur la batterie, qui sont significatifs, hein, en termes de coût, en termes de fiabilité, etc. Et la quatrième, et j'allais presque dire dernière bonne nouvelle sur ce sujet-là, c'est qu'on a, j'allais presque dire, une espèce de moment collectif où, face à l'adversité, on sent progressivement une espèce d'alignement de pas mal d'acteurs des filières renouvelables, mais aussi de la politique publique pour traiter le sujet pour prendre le sujet et le traiter à bras-le-corps. Donc la combinaison de ces quatre éléments-là me laisse penser qu'on est dans un moment où, si on traite correctement ces sujets-là, on va pouvoir montrer qu'on apporte une valeur ajoutée au système et qu'on sait dépasser ces moments-là. Si on met la poussière sur le tapis, par contre, je crains que ça soit difficile à la fois pour, j'allais presque dire, le métier historique de développeur de projet, puisque les financeurs ne sont pas philanthropes, vous le savez mieux que moi. Donc, ils savent calculer un prix de capture, ils savent, etc. Donc, la capacité à vouloir financer des projets, elle va se tarir, j'allais presque dire. Hein. La tension sur les finances publiques, elle est réelle. Donc, les coûts de la CSPE, etc., sur les finances publiques, sont instrumentalisés et demandent à être traités. Et le dernier point, c'est le débat actuel sur... on lève le pied sur les ENR parce qu'il faut pousser l'électrification. On voit bien que la combinaison de ces trois trucs-là, si on ne le traite pas, elle va rendre notre quotidien beaucoup plus difficile que ce qu'il est aujourd'hui. Alors je sais que vous êtes prêt à réagir à Amaury Cornilov. Il faudra juste continuer avec, puisqu'on parle aussi de mieux comprendre ces enjeux, les enjeux d'optimisation du système avec Elika. Et puis après, je vous ferai évidemment réagir globalement sur ce qui est évoqué depuis le début. Je vous en prie. Alors oui, quand on parle flexibilité, comme je disais, il y a, comme disait Michel, il y a énormément de solutions et on les voit arriver. Et donc, l'une de ces solutions-là, c'est les bandes de recharge bidirectionnelles. Parce qu'effectivement, on se dit, quand on ajoute du stockage sur une installation photovoltaïque, c'est une solution. Mais l'autre solution, c'est que on voit aussi l'émergence du marché. C'est une réalité sur le parc des bandes de recharge de véhicules électriques, avec les véhicules électriques qui commencent vraiment à remplacer les véhicules thermiques. Donc effectivement, c'est là où ça devient intéressant, c'est que du coup on a un objet technique
qui est là, qui est réel, l'utilisateur possède déjà ou va investir. Et donc pourquoi pas utiliser cette batterie qui n'est plus stationnaire, qui est mobile, mais comme étant finalement le traité comme un objet technique, comme une batterie stationnaire. Donc effectivement, donc on commence à voir émerger sur le marché ce type d'installation de bornes de recharge bidirectionnelle, qui rendent évidemment service, l'objectif étant avant tout de rendre service au réseau, et évidemment que ça nécessite du pilotage, évidemment. Donc nous, pour pouvoir accompagner cette innovation, j'aimais bien la question qui a été posée par l'UNEF ce matin, finalement la batterie, c'est quoi? Est-ce que ça consomme ou ça produit? En fait, c'est un peu des deux, là, quand on est en batterie sur un véhicule électrique, parce que des fois ça se charge, donc c'est une charge, et puis de temps en temps ça devient une consommatrice, voilà. Et puis de temps en temps ça va venir du coup se décharger. Donc nous, notre prise, du coup on a tranché, on a mis ça du côté des installations, je dirais plus consommation, puisque l'objet technique pour nous, ça ressemble plus à une installation de consommation, même si, voilà, lorsque vous êtes finalement en train de décharger cette batterie-là, vous êtes en autoconsommation, et le surplus de ce qui n'est pas autoconsommé va être évidemment rendu au réseau. Et là, évidemment, il y a un point très important vis-à-vis du gestionnaire du réseau, c'est la partie protection de découplage. Évidemment, pour qu'on soit sûr que si on vient justement rendre un service, que la qualité, évidemment, sur la plage tension et fréquence soit bien rendue, et que ce soit bien toléré. Donc voilà. Donc nous, on accompagne aussi évidemment ces solutions de flexibilité. On l'a intégré désormais à partir du moment où les installateurs nous déclarent une borne de recharge. La première question qu'on leur pose au travers de nos dossiers, dites-nous si c'est une borne bidirectionnelle ou pas, pour qu'on puisse du coup nous aussi bien orienter notre investigation lors de nos visites sur site. Donc vraiment, on voit un mouvement qui s'est en marche. Mais bon, même si, alors, j'ai pas mis de slide sur la partie volumétrie parce que c'est vraiment un marché émergent. On a une centaine de dossiers qu'on a reçus depuis l'année dernière, mais voilà, je pense que si on en parle aujourd'hui, c'est certainement que voilà, l'objectif étant de massifier. Et, en tout cas, sachez que les outils existent côté Consuel pour pouvoir accompagner les acteurs, la filière, bien entendu. D'ailleurs, parfois on a eu des tables rondes ici, globalement sur la mobilité et véhicules to grid. Là, on l'a évoqué en filigrane parce que finalement, ça rejoint tous ces sujets dont vous parlez, quoi. Je vous laisse poursuivre. Oui, tout à fait, exactement. Donc, on est conscient, comme disait Michel, que voilà, ça nécessite évidemment une réflexion un peu plus globale. Jusqu'aujourd'hui, finalement, l'installation électrique était conçu pour uniquement consommer. Donc demain, il va falloir réfléchir autrement. Et donc l'installation électrique, finalement, va de plus en plus intégrer ces solutions de stockage, ces solutions d'autoconsommation. Donc on voit qu'on a vraiment besoin de repenser cet écosystème même au sein d'une installation, je dirais aussi petite qu'une installation d'un logement. Donc ça nécessite effectivement des compétences complémentaires, un accompagnement évidemment de par les organismes de qualification, de par évidemment des référentiels normatifs. On parlait encore ce matin en disant que oui, les innovations arrivent. Et en fait, les normes et les réglementations arrivent après, puisque c'est l'objet même des innovations. Donc, évidemment qu'on a, voilà, des enjeux sont très importants pour nous, pour la filière, pour pouvoir voilà, se saisir de ces opportunités et pouvoir les accompagner. Et pour ça, il faut évidemment être agile. On essaye, nous aussi, à notre petite échelle, voilà, de nous adapter. On est souvent en lien aussi avec les fabricants qui nous nourrissent
évidemment de leurs innovations et on les remercie énormément parce que c'est grâce à eux aussi qu'on s'adapte, qu'on met à jour voilà, nos dossiers techniques, qu'on met à jour nos outils. Mais voilà, on est conscient qu'il y a quand même un enjeu dans tout ça de simplification, parce que plus vous venez ajouter des éléments, finalement des objets techniques sur une installation, c'est bien. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment besoin de réfléchir d'une manière globale cet écosystème d'installation électrique pour pouvoir justement réussir cet enjeu de flexibilité et d'accompagnement la filière. Alors vous avez soulevé plusieurs points sur lesquels vous allez pouvoir tous réagir. Amaury Korlinov, peut-être réagir à tout ce qui a été dit. J'ai envie d'y ajouter une question, parce que là on est en train de parler évidemment de ce qui se passe en France. On voit qu'on a des outils, qu'on a des solutions, on en parle. On n'est quand même pas un peu en retard quand même dans cette histoire-là? J'ajoute une question supplémentaire. Un peu, mais c'est toujours un défi de rattraper. D'abord, je voulais dire, et je réponds à ce qu'a dit le SER, moi je trouve que... Alors tout est systémique. Donc, donc, il a étendu son périmètre. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'écosystème a réellement, en effet, je pense, grandi, on va dire ça comme ça, depuis un an. En tout cas, Enerplan s'est vraiment battu pour essayer de passer l'idée de la flexibilité et de tous les enjeux systémiques. Donc vraiment, c'est un système, en effet, on ne peut pas prendre. Et si chacun de nous, on se considère comme un petit bout sans regarder l'ensemble du système, probablement, ça n'ira pas. Donc il faut bien regarder l'ensemble et se considérer comme, je dirais, partie de l'ensemble. Donc, on a beaucoup progressé. Je dois dire qu'il y a une équipe à Enerplan maintenant qui est relativement aguerrie et qui défend vraiment, et qui propose des choses surtout. Défendre, c'est bien, mais proposer des choses, c'est encore mieux. En relation avec Enedis, en relation avec RTE, en relation avec la Creux, en relation avec tous les cabinets ministériels, la DGEC. Je dois dire que c'est important que vous les connaissiez. S'ils sont dans la salle, Armand de Saint-Martin. Est-ce qu'il est dans la salle? Il est dans le fond là-bas. Lève-toi. Voilà. Voilà, qu'on te reconnaisse. Voilà. Voilà. Avec la lumière en plus, hein, comme ça. Voilà. David Gréau, évidemment. David Gréau. David, il doit être pas très loin. De toute façon, il sera en conclusion, donc vous allez voir. En tout cas, voilà, vous allez les voir. Mais ces gens-là, chez Enerplan, ils travaillent vraiment tous les jours pour essayer de faire progresser, je dirais, la réglementation, vos business models. Et donc il ne faut pas voir ça comme une menace. À la fin, c'est une opportunité pour tous. Vous vendiez à un moment donné des installations photovoltaïques. Là, vous vendez à 10% des installations photovoltaïques avec une batterie. Donc j'imagine que vous faites un petit peu plus de chiffre d'affaires, qu'il y a un peu plus de technicité. Et j'espère que ce 10%, parce que là vous êtes sur la pente comme ça, mais probablement ça sera 20 ou plus l'année prochaine. Parce qu'avec la baisse du tarif de surplus, c'est évident que j'imagine qu'il y a beaucoup de cas qui doivent augmenter. Et j'allais dire, probablement pour une résidence principale aujourd'hui, j'imagine, c'est une évidence de mettre une batterie. Peut-être que pour une résidence secondaire, ça l'est moins. Pour les CNI, c'est probablement, ça dépend un peu plus du cas d'usage. Mais il y a probablement des opportunités également pour vous de faire plus d'affaires, en fait. Donc il faut prendre ça aussi comme une opportunité. Maintenant, donc, je pense que depuis un an, ça a progressé, donc c'est bien. Maintenant, regardons un peu ce qui se passe autour de nous, parce que à la fin, on n'est pas les plus intelligents du monde. Enfin, il faut arrêter de faire... Donc, qui a fait quoi? Les Allemands, ça fait maintenant un peu plus d'un an, qu'ils ont des appels d'offres pour, et là je parle plutôt des grandes installations photovoltaïques, hybrides, donc avec des stockages. Et donc, ils vont proposer un minimum de 25% de stockage associé à un parc. Donc 20% de la puissance du parc, c'est obligatoire, c'est le minimum que vous puissiez avoir. 2 heures de stockage pour stocker de l'énergie, pas simplement du service système. Et plutôt que, en effet, de répondre que sur le PV, mais ils répondent sur l'ensemble des deux, et ils ont un tarif pendant 20 ans. Voilà. Donc ça, c'est un système qui existe, et ça, c'est 1 gigawatt par an. Bon. Si vous regardez en Italie vient de donner les résultats il y a 2 heures d'un appel d'offres
10 gigawattheures de batterie standalone avec un tarif fixe pendant 15 ans, un peu comme à la belle histoire du solaire, un tarif fixe, bon, comme un tarif d'achat, pendant 15 ans. Ça a fait quoi? Je vous invite à regarder, quand vous le pourrez, les prix qui ont été bidés et reçus. En Italie, ils publient les chiffres. Moi, tout le monde sait ce que c'est. Et vous allez voir, c'est très, très, très compétitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a du volume, quand on a en effet je dirais des appels d'offres très compétitifs organisés, vous arrivez en effet à beaucoup de gigawattheures, à des prix très compétitifs. Et en face de ça, ils vont mettre en effet des appels d'offres pour des traders finalement, pour optimiser, en fait utiliser ces batteries pour optimiser le système. Donc ils ont mis sous tension, je dirais, les producteurs et les traders de manière à optimiser leur système. Ça, c'est la première tranche, 10 gigawattheures, puisque d'ici 2030, c'est 50 gigawattheures. Okay, encore 4 tranches de 10 gigawattheures, une chaque année. Bon, donc vous voyez qu'il se passe des choses, oui, on est un peu à la traîne, mais bon, c'est pas grave, je dirais, d'être un peu en retard si on profite de l'expérience des autres. J'allais dire d'une certaine manière, regardons en effet les expériences des autres, et puis il faut en tirer le meilleur, et puis derrière, investir. Je pense que ce qu'il faut, par contre, c'est de la continuité. Voilà. J'insiste, je ne sais pas qui est ici côté gouvernement, mais je le disais hier dans une réunion, il faut de la continuité. On ne fait pas de l'industrie. En fait, ce qu'on fait, c'est de l'industrie. De l'industrie, ça se fait avec de la visibilité, de la continuité. Et c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose d'efficient et compétitif. Voilà. Il n'est pas question dans l'énergie de faire des trucs pas compétitifs. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Un baril à $200, si vous produisez des barils à $200, vous allez les garder dans votre cave. Donc le baril, il a un prix. Si vous produisez moins cher, c'est mieux. Voilà. D'ailleurs, on vous appelle. Pour acheter des barils. Exactement. Alors, je vais proposer encore un tour de table entre vous. Si jamais il y a des questions en ligne, je ne les vois pas apparaître. Donc, n'hésitez pas à les faire passer. Si vous envoyez, je vous passerai évidemment, on vous passera un micro dans la salle dans un instant. Les uns et les autres, Yannick Jacquemart, pour réagir à tout ce qui a été dit, on comprend qu'il y a une réflexion qui évolue sur ces sujets-là, une question d'optimisation du système, mais quand même des défis à relever. Il y a des défis à relever en termes aussi de réseau sur ces sujets-là, ou pas? La dimension réseau, c'est encore autre chose. Alors, moi la position sur la dimension réseau, ce qui nous étonne le plus, je l'ai dit au début, c'est d'avoir cette file d'attente de grosses batteries qui veulent se raccorder sur le réseau de transport, pourquoi pas, mais surtout dans des zones où il n'y a pas de production et dans des zones où ils n'auront aucune contrainte. Nous, ce qui nous semble être l'enjeu, et pour aller dans le sens de ce que vous dites, c'est que les batteries s'installent dans des zones notamment où il y a du solaire. En France, c'est pas uniformément réparti la production solaire, hein. C'est un gros quart sud-ouest essentiellement où ça a lieu. Et quand je regarde l'endroit où on a des demandes de raccordement de batteries, c'est dans le nord et dans l'est de la France. Donc voilà, si on fait ça, ça veut dire que pour stocker le solaire à 14 heures, on peut sur le plan de l'équilibre offre-demande, mais il va quand même falloir renforcer des fils, c'est plutôt des gros fils, en 400 000 volts pour traverser la France, pour aller des panneaux solaires, des panneaux PV à 14 heures vers les batteries, et puis le soir pour vider les batteries vers des consommateurs qui sont peut-être proches des panneaux solaires. D'un point de vue réseau, ça ne nous paraît pas optimal. Après, il y a sûrement des considérations, mais on cherche à comprendre pourquoi l'ensemble des projets de batteries pour celles raccordées au réseau de transport sont dans ces zones-là, et pourquoi elles ne s'implantent pas au plus près. Ça peut être sur les mêmes sites, mais ça peut être dans la même région en tout cas. Mais les enjeux de réseau et de surcoût pour le système électrique, ce que je disais au début, hein, nous, notre fonction, c'est d'essayer d'opérer le système tel qu'il est, parce que c'est pas nous qui le décidons, mais c'est aussi d'essayer de conseiller pour qu'on ait l'électricité la plus fiable et la moins chère possible demain. C'est pas la bonne façon de faire l'électricité la moins chère. Je l'ai dit, hein, si c'est pour partir d'un panneau PV et puis recharger une voiture le soir, mais si elle était garée l'après-midi, aller traverser la France une fois à 14 heures, la retraverser une deuxième fois, perdre 10% d'énergie dans la batterie et le remettre, ça ne me paraît pas être le plus efficace. Donc il y a sûrement des cas où c'est inévitable, mais faisons-le déjà, évitons-le dans les cas où c'est évitable. Michel Diorrat, vous,
Comment vous pourriez répondre aussi à cette question autour des défis que vous avez commencé évidemment à en parler à travers la profession, aussi les professionnels, l'évolution aussi du métier. On voit aussi qu'il y a un vrai travail d'optimisation du système à faire aussi, ça c'est très clair, et finalement une forme de professionnalisation, on va dire, de tout ce cadrage. Oui, tout à fait. Peut-être deux petites choses. La première, c'est, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit, entre guillemets, monomaniaque sur la solution. Donc le stockage est une des solutions, très bien. Ensuite, il y a la flexibilité, l'autoconsommation, enfin il y a plein d'autres choses. Donc il faut que dans les offres que l'on développe et dans la manière dont on promeut et commercialise les offres vis-à-vis des différents clients, on ait cette capacité à avoir cette palette à la fois à l'échelle micro de chacun de nos projets ou entreprises et avec un regard macro sur quelles sont les conséquences de la généralisation de tel type d'offre ou tel type d'offre sur l'économie générale du système électrique. Parce que ça, c'est quelque chose qui sera évidemment très fortement surveillé. Le coût global de fonctionnement du système électrique. Ça c'est quelque chose qui est important. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me semble très, très importante, et c'est un sujet c'est que les acteurs, les pure players du stockage, doivent aussi se transformer en acteurs du système électrique et pas juste en développeurs de projets. Ça, voilà. En fait, la bascule de développeur de quelque chose à acteur du système électrique doit être valable pour l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble important. Et finalement, vous pourriez rebondir aussi dessus, hein, Elika. Il y a l'idée de bien choisir aussi le système. Il y a quand même le besoin du client. Il y a tous ces enjeux-là aussi derrière. Tout à fait. Et effectivement, il ne suffit pas, je rejoins ce que vous dites, il ne suffit pas juste de venir ajouter une batterie sur une installation. Voilà, il faut prendre en compte l'ensemble des besoins du foyer qui va justement, on l'a dit, peut-être qu'ils ont un chauffe-eau électrique déjà, donc tout ça voilà, il y a une réflexion vraiment autour de l'intégration désormais de cette installation photovoltaïque qui va autoconsommer avec du stockage, pas du stockage. Et un autre enjeu qu'on voit, nous, aujourd'hui, c'est de plus en plus l'appétence des consommateurs, finalement, sur le terrain, en disant qu'ils souhaitent même avoir un fonctionnement autonome. C'est-à-dire ils ne se satisfont plus, finalement, à juste l'utilisation de la batterie pour pouvoir maximiser la part de l'autoconsommation. Ils se disent, bon, oula, avec les actualités, des fois, on peut avoir une heure ou deux hors réseau. On souhaiterait aussi utiliser, lors de l'absence de réseau, justement, utiliser cette batterie-là. Et c'est là où, finalement, je dirais, les choses se complexifient encore plus, parce que, en fait, le système, votre installation de consommation va devenir votre petit réseau. Et donc là, on est dans d'autres, je dirais, enjeux techniques. Donc il va falloir repenser justement les éléments de sécurité qu'on va mettre en place sur cette installation. Et c'est là où on a vraiment un enjeu, je pense, de monter en compétences aussi pour pouvoir prendre en compte toutes ces solutions-là. Encore une fois, c'est pas juste un objet qu'on vient d'ajouter, c'est vraiment, faut vraiment être vigilant vis-à-vis à tout cet écosystème qui évolue. Et finalement, ça fait écho à Maury Kornilov, à ce dont vous parliez quand vous parliez d'anticiper. Non, le micro à droite. Je vous en prie. Non, mais je trouve qu'il y a une opportunité de business de dingue. Quand on voit d'où on vient, on part en 2006 ou 2007 de tarifs d'achat où, une fois qu'on a installé, entre guillemets, à part la maintenance, ça roule. Aujourd'hui, on en est à dire, bon, en fait, quand on a installé, c'est vraiment le démarrage de quoi? D'une exploitation, on va essayer de générer de la valeur. Générer de la valeur avec des clients, honnêtement, vous le voyez probablement tous les jours, qui ont envie d'être acteurs. Donc,
Là où vous aviez one shot quelque chose avec un tout petit bidule, vous avez une opportunité de faire one shot plus 25 ans ou 20 ans d'exploitation où vous allez apporter des choses intelligentes pour le client, pour le système, pour générer entre guillemets plus de valeur. Mais en fait c'est ça. Donc je pense que chacun de vous dans vos différents business réfléchissez là-dessus. Comment pendant non pas la première année à l'installation, mais pendant 20 ans ou 25 ans, vous allez en fait pouvoir proposer des services qui améliorent la valeur. Et donc on a vu le stockage en étain, mais il y a beaucoup d'autres choses. Vous avez évoqué la consommation, vous avez évoqué la voiture, véhicule to grid, mais dans je dirais les années qui viennent, il y a probablement des choses qu'on n'a même pas imaginées aujourd'hui, honnêtement, qui vont se découvrir dans les années qui viennent. Donc prenez ça comme une opportunité, pas du tout une menace. Et vous êtes la solution, comme disait ce matin Nicolas Goldberg. Je n'ai pas de questions qui s'affichent, en tout cas en ligne. Alors peut-être qu'ils sont en phase digestive. On va voir si vous aussi vous êtes en phase digestive ou si vous avez des questions à poser. Il y a un micro levé, formidable. On va vous le transmettre. Justement, David Gréau transmet le micro. Vous voyez, il est là. Oui, bonjour. J'ai encore une question. Concrètement, même pour rappeler, est-ce que vous pouvez déjà rappeler la date, si c'est déjà acté, de passage des changements des heures pleines, heures creuses? Parce qu'on en a beaucoup discuté, mais c'est quand, en fait? Parce que pour l'instant, ça y est pas. Donc on dit oui, il n'y a qu'à Faucon, mais concrètement, c'est quand? Ça met du temps, oui. Oui, mais le temps, c'est de l'argent pour tout le monde. Donc je comprends pas. Alors, l'autre question, c'est pourquoi ça va pas plus vite? Voilà. Qu'est-ce qui bloque pour que ça soit un décret? On peut faire un décret. Le Premier ministre, des fois, il fait un décret, le lendemain, c'est appliqué. Voilà. Je vous en prie. Je crois qu'en ce moment, on est un peu flottant, politiquement parlant aussi, je crois. Et l'autre question, c'est effectivement l'électrification des usages et les consommations. Et si c'est évident pour tout le monde, dans ce cas-là, pourquoi les pouvoirs publics n'incitent pas encore beaucoup plus le passage véhicule électrique? Enfin, qu'est-ce qui bloque vraiment? Et on parlait de continuité. Là, on a des stop and go, on a des leasing électriques, ça s'arrête, ça revient sur 15 000, mais pas 20 000, parce que sinon ça va coûter trop cher. Enfin, c'est du n'importe quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui bloque aussi pour que ça soit massif, incité, et pas que pour les très faibles, modestes revenus, mais pour tout le monde? Qu'est-ce qui bloque? Voilà. Alors, Yannick Jacquemart, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Il y a sûrement des gens de la Creux ou d'Enedis dans la salle qui connaissent mieux que moi, mais je vais apporter un bout de réponse sur la première partie. Ah ben voilà, il va y avoir après peut-être quelqu'un qui s'il y a des gens qui savent mieux. Moi, ce que j'en comprends, donc, la Creux a décidé un premier mouvement qui ne concerne que les consommateurs inférieurs à 36 kVA, donc résidentiels et professionnels. Déjà ça, il faut être clair, dans la délibération Turpe 7, il n'y a que ça. Et là, il y a un calendrier qui est que les heures creuses vont être un peu ajustées pendant cet hiver pour éviter certaines plages interdites, notamment 7h, 8h, 20h, 21h, des choses comme ça. Et la saisonnalisation des heures creuses, qui est le vrai mouvement qui va créer un peu plus de consommation l'après-midi, ce sera dans 1 an. Donc ce sera effectif au printemps 2027. On ne verra pas grand-chose au printemps 2026. Et ce qui a été demandé par la Creuse, c'est de limiter le nombre d'heures creuses l'après-midi à 3 pour maintenir, notamment pour les clients résidentiels, 5 heures creuses la nuit afin qu'ils puissent charger leur véhicule s'ils ne sont pas là en journée. Non mais je vous donne l'état des faits, c'est public ce que je dis, c'est ce qui est dans les écrits de la Creuse. Je me fais juste le porte-parole parce que je suis sur la scène, mais il y a sûrement des gens plus connaisseurs dans la salle, encore une fois, mais voilà. Après... la Creux, par la voix de sa présidente, a fait savoir qu'elle était ouverte au fait d'aller plus loin ultérieurement, mais il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas de calendrier sur les deux aspects. C'est qu'est-ce qu'on fait pour tous les bâtiments tertiaires, supérieurs à 36 en basse tension ou en HTA, dont je rappelle, je peux me tromper un peu dans les chiffres, mais pas dans l'ordre de grandeur, ça doit faire à peu près 130 TWh, ces clients-là, c'est-à-dire autant que tout le résidentiel. Souvent on l'oublie, mais l'ensemble des bâtiments tertiaires et un peu de petite industrie, c'est autant de consommation que tous les résidentiels. Donc en termes de flexibilité, c'est aussi plein de potentiel. Et eux, ils ont 8 heures creuses de 22h à 6h de façon uniforme dans le TURP. Et puis, donc ça, il n'y a pas de calendrier. C'est prévu dans TURP 7, mais sans calendrier aujourd'hui. Et puis la deuxième marche qu'il faudrait franchir, vu de moi, je me permets à titre personnel,
c'est que 8 heures creuses par jour, c'est le monde d'avant. 8 heures creuses par jour. Sur la courbe que je vous ai montrée, il y a des nouvelles heures creuses en journée, mais ça n'a pas remplacé les heures creuses de nuit. Donc il y en a, suivant les saisons, il faut toutes bien les compter, mais entre 12 et 16 des heures creuses. Le monde de demain, c'est un monde où il y a 2 pics à éviter. Ce n'est pas un monde où il y a quelques heures creuses dont il faut profiter. Donc la vitesse à laquelle on va dans le monde de demain, effectivement, elle n'est pas encore à l'échelle. Alors le pourquoi, il y a plein de sujets de mise en œuvre, d'information des clients, de fournisseurs, de SI pour la première étape. Mais effectivement, personnellement, je pense qu'il faut qu'on prépare tout de suite la deuxième étape, qui est d'aller à plus d'heures creuses par jour. C'est ça qui donnera les vrais leviers pour positionner la consommation. Et puis surtout, ouvrir ce chantier sur les clients autres que résidentiels, où il y a un gros potentiel. Il y a des professionnels en plus qui gèrent ces bâtiments-là. Je me tourne vers Michel, mais je crois que c'est un peu le métier de tes adhérents, au moins certains d'entre eux. Et donc il y a sûrement plein de choses à faire, mais sans signal économique, c'est plus dur. Alors c'est pas vrai, hein. Dans le tertiaire, le signal économique, il n'y a pas de tarif régulé. Donc il y a des offres bloc plus spot, il y a des offres avec des tarifs, ça se négocie sur la part énergie. Ce que je vous ai montré, c'est la part énergie. Mais il n'y a pas le signal du TURP en plus. Il y a quelqu'un de la Creux ou d'Enedis ici oui, Michel Lamotte, vous voulez alors moi je ne suis pas de la Creux, mais je peux vous raconter comment ça se passe. Je regarde ma casquette espagnole et je vais vous raconter donc la journée d'un consommateur qui est au tarif régulé. Donc de minuit à 8 heures, il est au tarif creux. De 8 à 10, il a un tarif moyen. De 10 à 14, heure de pointe. 14 à 18, on revient au tarif moyen. 18 à 22, heure de pointe. 20h, 22h, minuit, tarif moyen. Et ensuite, on reprend la nuit. Donc, si vous voulez, toutes les 2-3 heures, comme ça, vous changez de tarif. C'est assez insupportable, d'ailleurs. Parce que si vous avez raté le départ de la machine à laver, zut, ça y est, tant pis, elle attendra cet après-midi, vous voyez. Mais ça, c'est le tarif, la vie normale d'un consommateur au tarif régulé. Et depuis aujourd'hui, hier ou aujourd'hui, pour ceux qui ont des offres de marché, il est publié, donc l'équivalent de la Creux, je pense, publie pour le jour même et pour le lendemain un tarif maintenant au pas du quart d'heure. Donc vous avez le tarif au pas du quart d'heure sur les 24 heures à venir. Jusqu'à hier, c'était au tarif horaire. Maintenant, c'est au pas du quart d'heure. Voilà. Merci pour cette précision. Donc je pense que voilà, ils savent gérer les données, donc on devrait pouvoir y arriver. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a une autre question qui est venue ? Oui, David, oui, bien sûr. Peut-être une précision complémentaire aussi. Hein. Il y a plusieurs composantes dans une facture d'électricité. Il y a le TURP, qui est une composante très importante, et c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, mais aussi l'offre de fourniture. Et on voit, et je crois qu'on en parlera dans la keynote qui suit, on voit aussi que les fournisseurs s'adaptent et proposent des tarifs qui sont décorrélés des contraintes que la Creux met sur le TURP. Oui, vous avez raison pour cette keynote dans un instant. Est-ce qu'il y a encore une question qui est venue ? Je ne vois pas comme ça de main levée. A priori, pardon. Ah oui, vous avez... bien sûr, pardon, je regardais par là. Un point sur la deuxième partie de la question sur l'électrification. Sur la partie électrification, qui est évidemment un sujet essentiel pour le CERS, puisque l'intégralité de nos adhérents travaillent sur ces sujets-là. Je vais vous résumer les cahiers des charges que l'on a d'un conseiller ministériel, dont on taira le nom. Faites-moi toutes les propositions que vous voulez sur l'électrification, parce que c'est de nature à faire un consensus politique, à une condition, que ça se fasse à budget constant. Donc, le cahier des charges, il est clair. Donc, il faut qu'on phosphore, on a commencé à le faire. Si vous avez aussi envie de le faire, il faut le faire. On est en mesure d'aller chercher un accord transpartisan sur l'électrification des usages, évidemment en traitant les dimensions sociales, etc., mais avec un point, ça se fait à budget constant. Donc ça veut dire qu'il va falloir plancher sur comment on redéploie des dispositifs vers d'autres dispositifs, etc. Le cahier des charges, il est on ne peut plus clair. Elika, Amaury, vous voulez encore ajouter quelque chose ? On va conclure cette table ronde. Oui, c'est juste pour finir aussi par rapport aux enjeux. C'est sûr que quand on parle de multiplication de solutions, alors on a un vrai enjeu de sécurité de ces installations d'un point de vue électrique.
et de proposer évidemment des solutions où voilà, la sécurité des personnes soit évidemment assurée. Donc nous, Consuel, on est évidemment un de ces acteurs et on souhaite vraiment accompagner la filière vers cette transition. Parce que ça aussi, c'est une question d'image. Certains médias aiment bien s'emparer d'un panneau solaire qui brûle. Tout de suite, ça fait peur. Allez-y, Amaury. Moi, vous avez parlé tout à l'heure de l'électrification des voitures. Je pense qu'on manque de planification dans ce pays, de vision long terme, et on s'y tient. Pourtant, on a un secrétariat général à la planification écologique. Mais bon, j'ai l'impression que, justement, cette vision systémique qu'on a évoquée plusieurs fois autour de la table, elle n'est pas prise en compte avec des investissements, avec des politiques, avec des réglementations qui tiennent dans le temps. Voilà. Et ça explique probablement aussi les atermoiements qu'il y a eu sur la voiture électrique, avec, il faut dire, des industries européennes qui sont quand même très très derrière les industries chinoises aussi. Hein. Donc on a, là où les Chinois ont un plan sur 50 ans, et quand ils disent je fais de l'hydrogène, je fais de la voiture électrique, je fais du bidule, je fais c'est rouleau compresseur. Et là, nous, on est en effet dans l'intermoiement. La deuxième chose, et je lutte contre ça, c'est le pessimisme. On a un pessimisme encore dans ce pays qui est dingue. On aime bien se flageller. Hier, je parlais dans une assemblée de, quand même, enfin, je veux dire, c'est vrai que ça n'a pas tellement augmenté la consommation électrique ces derniers temps, mais enfin bon. On peut peut-être croire à l'intelligence artificielle, au fait que ça va consommer une électricité de dingue, ce truc. Donc il faut peut-être juste un peu se projeter, là encore, pas être dans le mur dès que ça arrive, ou dire « Ah ben nous, on ne peut pas répondre, hein, parce qu'on n'a pas d'électricité, alors allez voir ailleurs. Hein. » Bon, c'est évident que c'est devant nous. Eh bien, on vous répond « On n'est pas très sûr. Hein. Est-ce que c'est pas tout ça, n'est pas un peu spéculatif Mais honnêtement, si on rate cette vague-là, je ne sais pas ce qui va rester comme industrie à la France. Hein. Donc, honnêtement, il faut voir les choses de manière optimiste et s'investir. Voilà. Et il faut aussi s'investir, pas regarder les autres s'investir, hein. S'investir aussi personnellement pour essayer de faire bouger les lignes. Bon, ça va être une bonne conclusion. Merci en tout cas à tous les quatre. On peut vous applaudir pour votre intervention.